L'hippopotame, c'est la force brutale que l'homme ne peut domestiquer. Il t'aide à affronter les émotions perturbantes. Il guérit la désorientation mentale et la confusion. Je considère que c'est aussi notre rôle d'être là pour ça. En fait, on sait depuis le départ que la probabilité de ne pas avoir d'accord, elle est importante. Compte tenu de la proximité des élections et de la radicalité des deux côtés, du côté kanak, mais aussi du côté des loyalistes, parce que Madame Backès a aussi quelques responsabilités dans le climat actuel, tout ça n'a ni queue ni tête. Ce dossier a été géré absolument n'importe comment. Ce qui est dramatique, c'est que les conseillers ne sont pas les payeurs et que, en l'occurrence, ceux qui payent l'absence d'anticipation du gouvernement et l'amateurisme du gouvernement et d'ailleurs de l'opposition LR, ce sont les Calédoniens. Ce qui arrive était prévisible. Toutes les alertes ont été passées, toutes les mises en garde ont été passées. La situation que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est malheureusement que l'aboutissement de maladresse et de fautes. Les accords qui ont garanti la paix sont des accords à trois. C'est pas des accords entre les loyalistes et les indépendantistes. L'État, dans cette affaire, n'était pas un notaire. L'État était un acteur. Et à chaque fois qu'il y a eu des difficultés depuis 1988, c'est vers l'État que se sont tournés soit les loyalistes, soit les indépendantistes pour permettre que le dialogue continue. Or, depuis 3 ans, à tort ou à raison, les indépendantistes ont le sentiment que l'on ne parle qu'aux loyalistes. Alors les indépendantistes se disent, ce n'est plus un accord à 3, c'est 2 contre 1. Est-ce que vous, en tant que député de Nouvelle-Calédonie, vous êtes prêt à saisir cette main tendue du président de la République ? Oui, bien sûr, surtout qu'on l'a sollicité. Cette main tendue du président de la République, c'est plutôt lui qui a accepté la nôtre, puisque suite à la proposition de Manuel Valls de faire de la Nouvelle-Calédonie un État associé à la France, nous avons considéré, nous les non-indépendantistes, que ça ne respectait pas les 3 référendums qui avaient consacré la Nouvelle-Calédonie française. Et donc on a demandé au président de la République, comme le ministre d'État jouer avec les limites un petit peu de la nation française et de l'intégrité territoriale de la République, que le président, qui en est finalement le garant, puisse reprendre la main sur le dossier. C'est une sorte de défaite pour Manuel Valls. Vous mettez Manuel Valls hors jeu. Mais on sait très bien qu'en Calédonie, c'est au pied du mur qu'on arrive le mieux à trouver des solutions. La réalité, c'est qu'en fait, l'UC n'a pas d'intérêt à avoir un accord. En fait, ils sont en mode électoral, ils sont sur le fait de continuer à se victimiser. Nous, évidemment, on était les 2 pieds sur le frein sur le sujet parce qu'on a l'Union calédonienne qui veut continuer à faire des référendums à répétition. On veut plus que les Calédoniens aient des référendums en permanence. Quand tu vois les jeunes aujourd'hui, ils sont de plus en plus métissés, ils veulent plus de nos histoires. Donc. Le 12 janvier, Éloi Machoro et son adjoint sont tués. Dans le monde kanak, c'est la consternation, le désespoir. Du côté caldoche, la mort de Machoro, leur ennemi numéro 1, provoque l'allégresse. Éloi Machoro avait eu la partie facilitée par l'administration de l'époque et se croyait intouchable. Et puis il a fallu qu'un monsieur qui s'appelle monsieur Pisani, qui a une triste réputation dans ce pays, soit obligé de décider que monsieur Machoro devait disparaître. Et il a été, en quelque sorte, exécuté. Bavure policière, dira plus tard le gouvernement. Les caldoches sont inquiets. Ils estiment que le gouvernement français est en train de brader la Calédonie. Ils descendent dans la rue, crient fort leur attachement à la France. L'Algérie, il y a 20 ans. Non, c'est pas l'Algérie, il y a 20 ans. Oui, mais monsieur, on va se retrouver la même chose. Non, on restera ici, vous inquiétez pas, on restera. 1986, changement de situation. Jacques Chirac devient Premier ministre. Il reçoit un accueil triomphal des caldoches. 1987, la répression s'abat sur les Kanaks.
Ces images, reprises par toutes les chaînes de télévision, vont provoquer un profond malaise au sein de la classe politique française. C'est pas tellement la peur du FLNK, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur du noir, c'est la peur, je dirais pour les colons, c'est la peur que les esclaves commandent et que les maîtres aient à partager le pouvoir. Jean-Marie Tjibaou lui-même, qui a discuté pendant 3 semaines avec moi, où nous sommes allés très loin dans les discussions, où nous avons fait de la politique fiction, ce qu'il faudrait de temps en temps faire, en se disant que se passera-t-il si ces accords ne sont pas réussis? Est-ce que tous ceux que nous représentons, est-ce que nous les représentons correctement quand nous les exposons en permanence à la violence, quand nous les exposons aux exactions et à la préparation d'une nouvelle guerre civile? Et c'était clair, pour moi, je ne voulais pas recommencer ce que j'avais connu. Certains groupes loyalistes sur le territoire vous accusent de trahison. Ils disent qu'on ne peut pas être à la fois loyaliste et discuter avec Jean-Marie Tjibaou. Moi, je ne considère pas qu'ils soient loyalistes, je l'ai déjà dit souvent. Il y a 2 catégories loyalistes, il y a eux et il y a nous. Je crois que ce sont des gens qui aboient beaucoup et ce n'est pas dans une assemblée qu'on devrait les mettre. Je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités. On est des citoyens avant tout et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure et encore moins quand ça concerne notre pays. Voilà. On sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. Le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et cette information en bref, la province sud a décidé de suspendre la distribution des bons alimentaires d'urgence jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait suite, selon la collectivité, aux agissements de certains usagers ayant eu un comportement inadapté avec les assistantes sociales. La province dénonce des actes déplorables qui pénalisent lourdement le reste de la population déjà fragilisée. Des milliers de Gazaouis se pressent alors contre les grillages du point de distribution pour récupérer de quoi manger. Les barrières sont renversées et les 8000 colis prévus, contenant près de 462 000 repas, sont distribués sans que l'on sache à qui. Dans le chaos, une personne aurait été tuée et 48 autres ont été blessés par des tirs de l'armée israélienne. Une accusation qu'Israël a démentie. Depuis le 2 mars 2025, les autorités israéliennes ont imposé un blocus humanitaire à Gaza. La levée de ce dernier, le 19 mai, a été minimale, avec l'entrée de quelques camions de nourriture pour enfants. Mais 470 000 personnes restent au niveau le plus élevé de risque de sécurité alimentaire, celui de catastrophe. L'aide à la rentrée scolaire, l'aide au transport journalier, l'aide au transport périodique ne seront plus assumées par la collectivité afin de faire une économie d'environ 180 millions de francs. Un arbitrage budgétaire dénoncé et remis en question par le groupe politique FLNKS, Calédonie Ensemble et Éveil Océanien. Ils ont voté contre cette réduction. Et sur celle-ci, nous ne sommes pas d'accord parce que nous avons estimé aussi qu'il y avait d'autres lignes budgétaires où on pouvait faire le prélèvement des 300 millions pour pouvoir continuer sur les 1 milliard. Le choix qui a été fait a été de supprimer totalement certaines aides à la rentrée, aide au transport, sans faire de distinguo en fonction des situations. Et par exemple, celle des enfants handicapés qui bénéficiaient auparavant de l'aide au transport, de faire par ailleurs des choix de baisse sur certaines bourses, mais pas sur d'autres. Et donc on va avoir aujourd'hui des situations qui ne sont pas logiques, avec des bourses de demi-pension au collège qui seront inférieures aux bourses d'externe. Cette délibération n'aura pas d'impact uniquement sur les Kanaks et les Océaniens, sur les Calédoniens en général. L'Assemblée de la province sud a dépassé les bornes en refusant énormément de dossiers de bourse, en réduisant le nombre de bourses et en refusant les inscriptions d'enfants. Ça, c'est les 3 points sur lesquels on trouve qu'il y a vraiment des économies qui sont faites de façon abusive et exagérée. Et pour nous, on estime que c'est une sanction des quartiers populaires. Nous, on estime que ce sont des politiques publiques discriminatoires
à caractère discriminatoire. Et là, on est arrivé à une soixantaine de parents qui ont signalé soit un refus de bourse pour cette année, alors qu'ils avaient la bourse l'année dernière, soit des difficultés pour inscrire leur enfant à l'école. À un mois de la rentrée scolaire, de nombreux parents en province sud sont inquiets. La collectivité a annoncé ce matin prendre diverses mesures pour réaliser des économies sur son budget. Suppression de l'allocation rentrée, de l'aide au transport scolaire ou encore le paiement de 100 francs par repas en plus pour les boursiers. Ici, à Rivière-Salée, des parents se sont réunis pour témoigner des difficultés qu'ils rencontrent. Parce qu'on ne pourra pas payer la cantine, on ne pourra pas, je veux dire. Si déjà on est endetté sur des loyers, endetté sur des factures d'assurance de voiture, mais avec l'école, ça va devenir dur. Puis les gens, psychologiquement, ça ne va pas être bon. C'est une population océanienne et kanak qui est ciblée depuis les exactions et l'insurrection du 13 mai dernier. Et en plus, avec pour motif des raisons économiques. Donc ici, on flèche des budgets, clairement, pour une partie de la population au détriment de l'autre. Et l'autre population, c'est qui? C'est les plus démunis, les plus défavorisés. Et nous serons là pour les défendre, les accompagner dans le montage juridique de leur dossier pour saisir les autorités compétentes. Après les émeutes du mois de mai, moins de recettes fiscales pour la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble de ses collectivités, c'est moins 30% pour la province sud. Donc on a fait un budget avec une diminution de 8 milliards de notre budget, donc on doit faire des économies de partout. Et on a baissé de 30% une partie des bourses scolaires, notamment les aides à la cantine. C'est le gars raciste et un voleur. Mais absolument pas, je ne suis pas raciste, je porte vos robes, regardez. Les voleurs. Je vous dis, je ne suis pas raciste. Arrêtez. Je ne suis pas raciste. Oui, c'est clairement des soucis en plus, quoi. Aujourd'hui, nous n'avons refusé aucune inscription. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas du tout refusé. Le droit à l'éducation est un droit, on va dire, reconnu par la Constitution. On reconnaît ce principe et on le respecte évidemment. Simplement, ce qu'on dit, c'est que ce principe-là, il doit se concilier avec le principe de réalité. C'est-à-dire qu'en fait, une rentrée scolaire, ça s'organise longtemps à l'avance. À un mois de la rentrée scolaire, la collectivité a annoncé ce matin prendre diverses mesures pour réaliser des économies sur son budget. Une rentrée scolaire, ça s'organise longtemps à l'avance. Pas raciste. Et on ne peut pas, nous, pouvoir garantir l'inscription dans telle école, là où voudra le parent. C'est-à-dire qu'à la fin, les enfants seront inscrits, mais pas forcément dans l'école qu'ils auront choisie. Difficultés d'inscription scolaire, suppression des aides, restriction d'attribution des bourses, des milliers de familles sont concernées par ces mesures de la province sud. Bonjour. D'abord, je trouve que vous faites l'amalgame de tout. Moi je trouve que c'est indécent, que c'est un non-respect d'un peuple de parler de leur pauvreté, de parler de leur situation pour se prévaloir de quelque chose que l'on porte. Je pense que c'est pas digne. Je suis allé il y a 10 jours dans l'Asie de l'Est, au Timor-Leste. Là, j'ai vu que la liberté et la dignité, ça donne pas à manger, ça n'habille pas, ça ne soigne pas, et encore moins, ça ne rend pas heureux. On a vu des enfants qui nous suppliaient derrière une vitre d'un restaurant et qui nous demandaient à manger. 3 petits enfants. Mais ces enfants-là, demain, ça peut être les nôtres ici. Et quand on est sortis, on leur a donné, on avait des restants, il y a des choses qu'on n'avait pas touchées, on leur a donné, ils nous suivaient. Je me suis dit, demain, mon fils, il peut être comme ça. Si demain, on est indépendant, peut-être trop vite, peut-être mal fait, sans compétence, sans sécurité, sans ordre public, sans état de droit. Je pense que c'est pas digne de se baser sur la pauvreté, sur la situation des gens. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Il faut faire attention à ce que l'on fait. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Et puis, effectivement, il y en a qui vivent comme ça et qui sont très heureux de vivre comme ça. Mais il y a des chiffres et des faits. C'est pas faire des comparaisons, parce que là, c'est la campagne de la peur que vous êtes en train de mener partout. Mais pas du tout. Il faut, ce que M. Jaiwe, ce que j'aimerais, c'est que sur le terrain, quand on va sur le terrain, nous, on dit concrètement, c'est 168 milliards, c'est... Qu'est-ce que vous proposez
concrètement pour compenser ça. Oui, la Calédonie vit aussi un petit peu au-dessus de ses moyens. Je pense qu'avec Sans une doute, fiscalité un peu 2, plus 3, efficace 5, et 10 milliards, une on réforme pourrait. de l'économie, je pense qu'on Pas pourrait... 160, Claudine Berry. Non, peut-être pas, mais à mon avis, plus qu'un ou deux. Donc, simplement, effectivement, nous, on dit, si vous voulez l'indépendance, voilà les exemples de pays indépendants, et voilà ce que ça donne en termes de chiffres. Il n'y a pas de... On ne juge pas le peuple vanuatais, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est les mêmes qu'on aide tout le temps, et puis c'est les mêmes qui, en fait, veulent pas avancer ensemble, quoi. Et les gens, il y a une espèce de... Maintenant, c'est dommage, parce qu'en fait, on a quand même tous la volonté de vivre ensemble. De, excusez-moi du terme un peu surfait, mais de faire peuple, quoi. On a tous envie de ça. Le projet d'une Nouvelle-Calédonie institutionnellement unie et fondée sur un vivre ensemble les uns avec les autres est révolue. L'idée qui était celle de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou de partager les responsabilités et les géographies doit donc être reprise à notre compte comme la solution inévitable pour préserver la paix et la stabilité de notre pays. Au même titre que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, je constate à regret que le monde kanak et le monde occidental ont, malgré plus de 170 ans de vie commune, des antagonismes encore indépassables. On a tous envie de ça. Et en fait, le fait que l'UC bloque, que ça soit des marches arrière en permanence, le fait que certains abusent du système... Le binôme Brieux-Frogier et Sonia Backès au ministère de la Citoyenneté a provoqué de vives réactions dans la presse nationale. Selon un arrêté publié ce mercredi 7 septembre dans le journal officiel, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté au gouvernement Macron a nommé son conseiller spécial, Brieux-Frogier. L'élu loyaliste calédonien a annoncé dans la foulée démissionner de sa fonction pour ne pas, je cite, parasiter l'action de Sonia Backès. En cause, son soutien au polémiste et ancien candidat d'extrême droite à la présidentielle, Éric Zemmour. Le fils de Pierre Frogier, ancien sénateur LR et signataire de l'accord de Nouméa, a été désigné en décembre 2021 représentant en Nouvelle-Calédonie du parti Reconquête. Brieux-Frogier avait alors expliqué qu'il ne se reconnaissait pas du tout dans la politique menée par Emmanuel Macron en métropole et que le candidat d'extrême droite était le seul à tracer des perspectives d'avenir pour la Calédonie. Un soutien qui durera plusieurs semaines, puis il se ravisera et ira dans le camp macroniste, sans toutefois omettre de donner son parrainage au parti Reconquête. Un zémouriste au même ancien au sein de la majorité présidentielle a provoqué tollé et indignation dans le camp de l'opposition et du gouvernement Macron, comme le souligne le numéro 1 du Parti socialiste Olivier Faure dans ce tweet. Quand les barrières tombent, affolant de voir à quel point le parti présidentiel qui a fait sa fortune sur le front républicain multiplie les mains tendues à l'extrême droite depuis le mois de juin. Quelle conception de la citoyenneté défend-il avec cette nomination ? Quant à l'entourage de Sonia Backès, ils disent assumer la nomination de cet élu calédonien, en expliquant que le cabinet est composé de membres issus de sensibilités différentes. Toutefois, on peut lire dans les colonnes du Figaro qu'il n'aurait jamais dû être nommé et son cas est réglé, a-t-on fait savoir au sommet de l'exécutif. Enfin, Brieux-Frogier insiste sur le caractère, je cite, fugace de son soutien à Éric Zemmour. Son passage au gouvernement l'aura été encore davantage, pouvait-on lire dans le HuffPost, célèbre média web, ce matin. L'histoire est ainsi faite que, même si dans le cœur de chaque Calédonien brûle un désir de renouvellement de la classe politique, de la venue de nouvelles générations, cette flamme, elle brûle aussi dans nos cœurs. Mais il y a un travail à finir et une nouvelle page à ouvrir. Et pour ouvrir cette nouvelle page, il ne faut pas des Mickey. Titoy. 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 Ça veut dire quoi? Branleur.
ça remonte les uns contre les autres. Et c'est pas ce qu'on veut faire. On a l'UC qui est resté bloqué sur ce truc-là. Donc nous, on est en mode, le droit à l'autodétermination, il est constitutionnel, donc il faudra bien faire un truc. Et l'autodétermination, il faut être très clair, ça ne veut pas dire automatiquement indépendance. Ça veut dire 4 choses. Ça veut dire indépendance ou intégration dans un État déjà indépendant, ou État-association, ou toute autre solution négociée. Mais le plus tard possible. Et en fait, le fait que l'UC ne vienne pas aux discussions et le fait que la réforme constitutionnelle, finalement, elle porte pas sur un accord global, en fait, ça fait qu'il n'y aura pas de droit à l'autodétermination constitutionnalisée. Donc, ils ont une posture qui est une posture d'opposition bête et méchante, excessive, pour passer pour les opprimés sans que finalement ça apporte quoi que ce soit aux gens qui représentent, quoi. Le tribunal administratif suspend la condition de 10 ans de résidence imposée par la province sud pour en bénéficier, une décision qui remet en cause la légalité du dispositif. S'il n'y a que 200 étudiants qui seraient concernés, pourquoi ne pas rétablir ces bourses? Qu'est-ce qu'on a à gagner si ça coûte encore moins cher que l'amendement qu'on a déposé? Et donc, on a calculé, il fallait 320 millions en début d'année, on est rendu au mois de juin, et on a proposé qu'on réinscrive les 200 millions qui restent par rapport à la fin de l'année, dans un budget, je le rappelle, de plus de 50 milliards, donc ça représente 0,3%. Pour la majorité, il s'agit d'un arbitrage assumé. Bien que c'est plus facile de proposer des dépenses nouvelles que des économies, mais c'est normal, à la limite c'est à l'exécutif d'assumer, on assume. Aujourd'hui, si on a pu avoir la collectivité dans une aussi bonne santé, c'est qu'on a pris les bonnes décisions jusque-là. Cette mesure-là, elle n'aboutit à aucun avantage, injuste socialement, alors que c'était possible budgétairement, et donc c'est injustifiable politiquement. La collectivité provinciale a un délai d'1 mois pour se mettre en règle, sous peine d'amende. Et tu vois, j'ai discuté avec une amie qui est fonctionnaire en début de grille, de catégorie C, qui élève seule sa gamine, qui doit payer la crèche, elle s'en sort pas. Et donc l'idée, c'est comment on fait pour aider ceux qui sont... Aujourd'hui, on a plein de dispositifs pour les gens qui sont en dessous d'un certain plafond. L'aide médicale, alors là, il y a tout. Hein. Ils ont l'aide médicale, ils ont l'aide au logement, ils ont... Je sais pas pour ça je dis pas qu'il faut arrêter, mais je dis juste... Ces gens-là, ils ont tout. Et puis juste au-dessus des plafonds, il n'y a plus rien. Le 15 juillet dernier, date de suspension de l'aide médicale en province sud. La décision de recevoir en consultation un titulaire de l'aide médicale revient à chaque médecin. Le docteur Gass est remplaçante dans 2 cabinets médicaux du Grand Nouméa depuis maintenant 2 ans. Dans les cabinets où elle exerce, beaucoup de ses patients bénéficient du dispositif. Ce qui a été conseillé aux médecins, c'était de soit faire régler les consultations, soit d'adresser les patients vers le dispensaire. Bon, il y a aussi quand même la possibilité de pouvoir voir les patients, de faire des feuilles de soins et de les mettre de côté. Mais ça n'a pas été, j'ai trouvé, très souligné en l'occurrence. Moi, personnellement, j'ai pris la décision de voir les patients qui ont l'aide médicale et qui ne peuvent pas se déplacer, donc qui ne peuvent pas aller au dispensaire, et puis de faire régler la même somme que d'habitude, les 415 francs, et puis d'espérer que la somme elle soit réglée plus tard. Mais ça, c'est chaque médecin qui va faire en fonction de sa trésorerie et de son éthique. François, lui, est infirmier à domicile. Il prodigue des soins à chacun de ses patients quotidiennement. Des visites importantes pour ces derniers. Depuis quelques jours, avec ses collègues infirmiers, il réoriente les bénéficiaires de l'aide médicale dont les besoins sont ponctuels vers les dispensaires. Néanmoins, ils poursuivent le suivi des personnes atteintes de longues maladies. Les soins vont continuer parce que c'est une éthique. On ne peut pas laisser tomber les gens, on ne laissera jamais tomber les gens. La situation n'est pas viable pour les infirmières à domicile, mais elle n'est pas viable non plus pour, évidemment, les patients. Ne serait-ce qu'avec une part à payer de 10 ou de 20%, selon le traitement que l'on prend, ça fait des sommes énormes. Il faut bien que les gens se rendent compte aussi que la santé a un coût énorme. Et que à un moment donné, il y a un juste prix. Pour les infirmières, le juste prix, c'était de rien les payer, pour un certain nombre d'entre eux. Pour certains d'entre eux, on représente un peu des ouvriers taillables et corvéables comme ça, parce que finalement, on a des antécédents, on a supporté beaucoup, et là, ça devient insupportable. Dans les semaines à venir, le flux de patients devrait être amené à augmenter dans les dispensaires, mais également au Médipôle.
Le ticket modérateur passe de 10 à 20% le 1er août prochain, à l'exception des personnes en longue maladie, des femmes enceintes et des enfants de la naissance à 3 ans. Ils paieront 10% des frais de leur consultation au lieu de 20. En province sud, 25 000 personnes bénéficient de l'aide médicale. Mais le 15 juillet, une délibération prise par la collectivité a supprimé ce dispositif. Pour le remplacer, le système du ticket modérateur a été revu à la hausse. Il passe à 20% pour les petits risques et à 10% pour les longues maladies, femmes enceintes et leurs enfants jusqu'à 3 ans. Ces 3 dernières catégories ont été exonérées jusqu'ici. Une décision qui doit entrer en vigueur le 1er août et que dénonce la Fédération des professionnels libéraux de la santé qui a décidé de saisir le HOCER à ce sujet. D'abord, c'est une rupture d'égalité devant la santé. Le droit à la protection de la santé qui est constitutionnel, c'est également une rupture d'égalité des citoyens devant la loi. C'est en rupture avec un certain nombre d'obligations internationales, y compris européennes, parce qu'on n'imagine pas, mais il y a des médicaments très chers, coûter jusqu'à 300 et quelques mille francs, même des fois plus que ça. Si on demande à quelqu'un de payer 10%, parce qu'il va en pharmacie, il va chercher ses boîtes, dans le cadre de sa longue maladie, eh bien on va lui demander de payer 30 000 francs. On est en train de parler de populations qui ont à peu près un revenu par individu autour de 100 000 francs. Eh bien tout simplement, si des gens ont des maladies graves qui ne peuvent pas se traiter faute d'argent, ils sont condamnés à mourir. Une délibération qu'on attaque pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle va produire des effets dévastateurs sur la santé des personnes qui vont renoncer à leurs soins ou dont les professionnels ne pourront pas les accepter parce que le coût va être trop élevé pour elles. Et puis c'est une délibération inconstitutionnelle. C'est pour ça qu'aucune aide médicale, ni de la province Nord, ni de la province Île, ni à la CAFAT, au RUAM, ni même la Nouvelle-Calédonie, n'a prévu de ticket modérateur pour des gens en longue maladie. Quelles que soient les difficultés budgétaires qu'il ne faut pas nier, quelles que soient les problématiques de trésorerie qu'il ne faut pas nier, il y a des dépenses incontournables, des choses sur lesquelles on ne doit pas jamais revenir. En prenant cette décision, même en affichant une économie de 320 millions, eh bien, on fait un très mauvais choix avec des conséquences qui vont être dévastatrices pour les personnes. Du mois d'août, afin d'annuler la délibération prise par la province sud qui doit entrer en vigueur dans 6 jours. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, si tu demandes à la majorité des Calédoniens qu'est-ce qu'ils veulent, ils veulent pas un truc où on continue à se torcher entre nous, ils veulent qu'on vive ensemble. Et c'est ça qu'on doit construire et malheureusement, il y en a quelques-uns qui vont dans le sens inverse. Il y a un autre truc qui est important, quand je suis arrivée à la province, alors tout le monde dit que je suis de droite, que je suis bête et méchante, excessive. J'ai mis le sujet de la sécurité comme le centre de mes préoccupations. Et on a fait énormément de choses. Il y a des caméras partout aujourd'hui, il y a des auxiliaires à proximité, on a payé les locaux de la police municipale là-bas, on a fait des choses sur l'alcool, on a mis en place des centres pour accueillir les femmes victimes de violences. On a expliqué quand on a dissous l'association il y a un mois et demi, qu'on allait devoir fermer. 26 des 30 femmes, 24 des 30 femmes présentes et des familles présentes sont parties. On les a accompagnées pour ça, pour trouver des solutions. Au centre d'accueil des Manguiers, à la SIC, des solutions familiales. Vous avez pas dit ça en réunion. Madame, vous pouvez laisser terminer, je vous prie. Chaque mois, le foyer et la résidence située au Trianon pouvaient accueillir près de 90 personnes. Géré depuis plus de 20 ans par l'association, le foyer Béthanie a accueilli plus de 3000 femmes avec ou sans enfants. Dissoute le 22 juillet 2024 et actuellement en phase de liquidation, elle ne peut plus recueillir ces femmes déjà en difficulté. Ils allaient essayer, le gouvernement, de vous trouver des solutions. Une chose est sûre, je ne suis pas propriétaire des murs, ni à la résidence où on payait 500 000 francs de loyer à la SIC chaque mois pour loger les dames de la résidence. Je ne suis pas propriétaire des murs ici. Le 30. Mais tout ça aussi, madame. Mais madame, donc je n'ai pas de baguette magique en fait. Non, mais on n'a pas reçu de ça, subvention. 73 millions, c'est le montant de la subvention octroyée principalement par la province sud et 9 millions par le gouvernement. La province sud a versé 40% de la somme en début d'année. Et l'association doit, avant le 30 juin, nous justifier de l'usage de la subvention qui a été faite l'année précédente et nous donner les projets jusqu'à la fin de l'année. Et l'association nous a fait savoir qu'elle souhaitait arrêter son activité. Et effectivement, on n'a pas versé le solde de la subvention parce qu'on a besoin de ces documents pour pouvoir contrôler l'argent qui a été distribué. Donc là, on a bien une association qui a fait un choix. On a fait, je pense, que tout ce qui était possible de faire en matière de sécurité, on y a mis énormément d'argent. Mais tu vois, la sécurité, c'est absolument indispensable. Mais à côté de ça, on n'a pas fait que ça. C'est-à-dire qu'on a dit, qu'est-ce qu'on fait des jeunes
Comment on fait pour que on n'ait pas tous ces jeunes qui se retrouvent au moment des vacances scolaires dans la rue? D'ailleurs, je vais vous dire, à un moment donné, les Gazaouis, c'est eux-mêmes qui diront merci à Israël. Give thanks and praise for the blessings in our life that you're receiving. Today might just be better than tomorrow. Searching for upliftment out of the darkness in the system, Babylon squeezing. A common thing in life is pain and sorrow. Hey, unite, live right and make your powers manifest. Cause a united people coulda never get oppressed. No, no, no. Your power stronger than the rest.